effectivement, le samedi matin, se mettre devant un écran et devant Zoom, alors qu'on l'a fait toute la semaine, c'est jamais évident. Mais voilà, on parle d'un sujet plutôt intéressant et je dirais qui est vraiment sur l'avenir, sur cette question de la mutation des territoires, de la relocalisation et de la manière voilà, comment on peut mettre en œuvre cette relocalisation tout en préservant aussi notre environnement. Euh, Peut-être un petit point déjà sur la période dans laquelle on vit et sur cette pandémie voilà, qui est là depuis un an et dont on se passerait bien et on préférait franchement pouvoir se toucher, pouvoir se voir en direct et ça nous manque tous. Mais c'est vrai que si on prend un peu voilà, les conséquences de cette pandémie, moi je trouve que ça a été aussi quelque part un accélérateur de conscience, mais aussi un espoir, puisque ce qu'on a vu dans cette période et dans cette année, c'est que on peut changer et on peut changer très vite nos comportements et nos habitudes. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qu'il faut vraiment qu'on ait en tête, c'est que pour le coup, c'est possible. Sur les questions de mobilité à travers la pandémie, on a vu que ben voilà, la place notamment du vélo a été très vite. Alors, il n'y a pas que la pandémie, mais en tout cas, ça a été un vrai révélateur. La question de se retourner justement vers les circuits courts et de même de se reposer la question de l'alimentation a été aussi quelque chose de très fort. Et ça a été voilà, un vrai révélateur. Et je pense qu'il faut qu'on l'ait en tête et que c'est plutôt quelque chose à se dire que oui, c'est possible et oui, on peut changer rapidement et pour du positif et pour être encore plus heureux. Peut-être partir quand même d'un constat, peut-être plus autour de l'agriculture, mais parce que je pense que c'est quelque chose de fort quand on parle relocalisation, parce que ben, c'est se nourrir et c'est quand même la base. C'est Si on part en 1950, la moitié des Français habitaient en zone rurale et aujourd'hui, on est à moins d'un quart. Donc ça, c'est aussi un constat qui est important. Il y avait un actif sur trois qui travaillait dans le secteur agricole. Aujourd'hui, c'est un pour, alors suivant les études, 22 ou 25. Donc ça devient très peu, hein. Avant, chacun avait un parent, quelqu'un qui travaillait, qui produisait de la nourriture. C'est loin d'être le cas aujourd'hui. Un autre aspect qui me paraît important, c'est qu'un quart du budget des ménages, dans les années 50 était alloué à l'alimentation. Aujourd'hui, c'est moins de 12 et c'est quelque chose qui est toujours en baisse. Et donc là aussi, il y a cette question de relation aussi entre alimentation, santé et priorité aussi. Et puis, savoir aussi qu'une ferme était, avant autosuffisante et nourrissait l'ensemble de la famille. Et aujourd'hui, quand on va, chez un agriculteur, moi je suis dans un territoire, rural, qu'on ouvre le frigo, bah, on peut voir qu'en fait, la plupart des produits qui sont dans ce frigo chez cet agriculteur, proviennent du supermarché d'à côté. Oui, ce que je disais, voilà, c'est que même mettre enfin, notre système agricole, hein, on a parlé des traités de libre-échange, etc., est totalement tourné vers l'exportation et que même un agriculteur aujourd'hui ben, est dépendant de son supermarché qui est à côté. Et aussi que l'agriculture, la moitié des exploitations agricoles sont totalement dépendantes des aides et ne pourraient pas tenir sans les aides de la PAC, etc. Rappeler aussi qu'une métropole comme Grenoble, Paris, etc., c'est 2 jours, voire 3 jours d'autonomie alimentaire. Et donc, il y a une vraie question de souveraineté et même en termes de sécurité alimentaire qui est réellement à prendre en compte. Et puis, j'en parlais aussi sur la question de l'industrialisation, enfin de la réindustrialisation. La crise de Covid nous a mis en lumière les faiblesses de notre système. Je pense, bon, on a tous eu l'épisode sur les masques, hein, mais ça me rappelle les masques fabriqués en Inde dans lequel on était dépendant et puis décision du gouvernement indien de dire bah non, on va privilégier notre pays, maintenant on arrête d'exporter parce que là on en a besoin et les pays qui dépendaient de cette exportation se retrouvent totalement démunis. Et puis j'en reviendrai tout à l'heure, mais ça a été évoqué sur toutes les questions de dépendance énergétique, que ce soit la dépendance qu'on peut avoir très forte au pétrole ou aussi à l'uranium, qui pose de vraies questions. Donc en fait, on voit bien quand même que sur la question de l'aménagement du territoire, on est arrivé un petit peu à des limites et que nos métropoles ont atteint une taille critique qui est parfois invivable, hein. On parle de densité, de surdensité et que pour vivre, sobrement et en harmonie avec le vivant, bah, il est temps justement de repenser notre aménagement du territoire et que cette hyper concentration des grandes villes, des métropoles, qui a été défendue, je dirais, portée politiquement par tous les gouvernements depuis 20 ans, voire même plus,
nous apparaissent de moins en moins pertinentes, en tout cas questionnent, je dirais, durement, que ça soit pour des questions écologiques, parce que comment on habite la ville, le lien à la nature, la la question de la pollution, comment on vit, dans une ville. Ça nous questionne, de manière, au niveau sociologique aussi sur l'équité des territoires, et l'équité aussi à l'intérieur de la ville, dans les zones urbaines et périurbaines. Ça nous interroge aussi au niveau économique, sur la répartition du travail, et du coup les questions des mobilités. Et puis ça a été aussi dit sur les questions démocratiques, puisque on voit bien que ces grandes métropoles, puisqu'à part la métropole de Lyon, on n'a pas eu de suffrage direct. On l'a vu dans ces élections municipales, que c'était complexe et que politiquement, il y avait beaucoup à se questionner sur ces enjeux démocratiques. Donc en gros, il convient de se poser la question de notre projet urbain, la question de la taille de nos villes, de l'étalement urbain, de la dissociation justement entre les zones d'activité et les zones d'habitat, et qui du coup génèrent des mobilités qui n'auraient pas lieu d'être. Un point de vigilance sur l'extension des zones, des entrepôts Amazon et autres, hein, puisque ce qu'on est en train de faire actuellement, eh ben, c'est des problèmes qui vont être réglés dans encore pareil, dans 20, 30 ans, voire 40 ans. On voit aussi que les centres-villes des communes moyennes, par contre, sont-elles en déshérence et qu'on a beaucoup de petites villes moyennes qui sont en totale déshérence, qui perdent des habitants, qui ont du mal à retrouver une attractivité, alors que justement, cette transition agricole, ça nécessite une multiplication des emplois. Si on veut remettre de l'activité, on va avoir besoin justement de récréer du dynamisme dans ces villes. Euh, et on, et on, on doit aller vers du coup une forme d'exode urbain, et c'est donc une dynamique inverse qu'il faut engager. Je ne sais pas si vous m'entendez encore, parce que comme j'ai un voilà, ça va, son dans l'oreille. Donc on doit rebâtir un modèle économique qui soit plus résilient, capable de résister bien sûr aux aléas financiers, et puis qui soit beaucoup plus respectueux de l'environnement. Et donc, c'est sur des projets locaux qu'il faut s'appuyer en rebâtissant une économie de circuits courts autour des villes. Et c'est également, bien sûr, la manière la plus efficace de résorber cette fracture territoriale. Euh, et ce modèle économique que nous souhaitons tous, hein, et qui nous rassemble aujourd'hui, s'articule bien sûr autour de nos communs. J'ai entendu reprendre le contrôle, et je pense que c'est ça, c'est comment on reprend la main, comment on reprend le contrôle sur nos communs, et donc d'aller vers une économie du partage, de coopération, et qui soit génératrice de liens sociaux et humains, et retrouver justement le lien. Donc, tout ça pour dire qu'en gros, on sait où on va. On voit bien à la fois les problématiques, on voit bien vers quoi il faudrait se diriger. Encore une fois, la crise qu'on subit actuellement nous met encore plus le doigt là-dessus. Maintenant, il faut trouver le chemin. Et comment on y va? Qu'est-ce qui fait en sorte que politiquement, que la puissance publique puisse accompagner ce mouvement pour créer un nouveau modèle? Et moi, c'est vrai que je crois beaucoup, peut-être aussi par mon passé de maire d'une petite commune rurale, où j'ai vu que cet échelon, c'était un vrai laboratoire, et je crois beaucoup du coup à l'action locale. Et donc c'est peut-être le temps justement de la revanche des villages, hein, c'est pour reprendre le terme d'Éric Charme là, dans son essai sur la France périurbaine. Je pense que voilà, on est passé à autre chose, et que l'exode urbain, devient une réalité. Alors on l'a vu peut-être de manière épisodique, encore une fois, avec moi je l'ai vu sur mon territoire, beaucoup d'urbains qui sont venus en gros se réfugier, réfugier à la campagne pendant cette période, pendant le confinement. Et ça a permis de voir des choses. Et puis je pense qu'il y a un mécanisme beaucoup plus durable qui est en train de s'installer. Et mais derrière ça, en fait, il faut aussi faire attention. Enfin, pour moi, il n'est pas question de faire une croix sur nos villes ou d'opposer ville et campagne. Je pense que c'est totalement l'inverse, mais au contraire, c'est de créer un nouveau partenariat. Et c'est un nouveau partenariat qui doit s'instaurer, une nouvelle coopération, et notamment une réciprocité entre ville et campagne, ce qui a peut-être beaucoup été oublié jusqu'à présent. C'est que chaque territoire fonctionnait l'un contre l'autre. Et donc, revoir l'aménagement du territoire avec ce nouveau prisme. Et bien sûr, je l'ai dit, la place des collectivités, la commune comme échelon de proximité, l'intercommunalité aussi, comme échelon d'expérimentation, facilitateur, et peut-être une nouvelle forme d'action locale, plus horizontale, et que
les choses ne viennent pas d'en haut, mais on est plutôt là en tant qu'élu local, en tant que collectivité, être à l'écoute et accompagner justement ce dynamisme et ce qui est en train de se mettre en place sur les territoires. Et c'est peut-être un changement de paradigme qu'il faut qu'on ait en tête, peut-être dans notre manière aussi d'exercer une fonction aussi d'élu. Et pour répondre bien sûr à ce défi, bah, c'est ce que je disais au début, il faut inverser les habitudes, il faut reprendre la main et ce que je disais, de ne plus attendre que les décisions viennent juste d'en haut, mais être à l'écoute de ces territoires et des initiatives. Et pour le coup, bah, le local devient un espace d'innovation qu'il faut cultiver, que ce soit à l'initiative citoyenne, associative, et ça devient vraiment le ferment de nos politiques. Et donc voilà, la puissance publique d'être au service et permettre cette prise en main locale. Je voulais l'illustrer peut-être par 3 exemples assez rapides. Le premier peut-être, c'est comment on peut dynamiser l'économie locale en redonnant à la monnaie sa véritable fonction d'échange. Et c'est donc toute la réflexion sur les monnaies locales et de se dire que bah, à quoi sert une monnaie? C'est d'abord à échanger, c'est d'abord à circuler, c'est à échanger des services, c'est à échanger du temps, c'est à échanger des biens. Et donc, comment on redonne une vraie place à cette monnaie? Et donc, dans la création d'une monnaie locale, qui est d'abord une démarche associative, un regroupement de citoyens qui met en place justement cette monnaie locale et qui permet ben, de booster les circuits courts, l'économie locale. Et on a justement la puissance publique qui peut venir accompagner. C'est à travers, ben, quand des collectivités, des intercommunautés utilisent la monnaie locale, que ce soit à la fois pour qu'on puisse payer leurs services, mais aussi, et je suis l'auteur d'une proposition de loi pour favoriser les monnaies locales et pour permettre aussi que les collectivités puissent payer aussi en monnaie locale, que ce soit des primes, que ce soit des indemnités, que ce soit des prestations sociales. Et puis, pourquoi pas réfléchir réellement sur la question d'un revenu universel en monnaie locale, parce que je pense qu'il y a un vrai lien à avoir entre la question d'un revenu universel, revenu de base, enfin, on peut l'appeler comme on veut, et cette question des monnaies locales, puisque on aurait un vrai cercle vertueux sur à la fois ben, cette relocalisation, rebooster l'économie locale, et en plus, c'est un moyen de financement, puisque la collectivité est juste caution de cette monnaie et donc garde aussi une trésorerie. Donc on voit qu'il y a un vrai triptyque entre monnaie locale, revenu universel, revenu voilà, en lien avec l'activité, et puis relocalisation. Ça, c'est un premier exemple assez concret de la manière dont on peut intervenir, et je dirais de manière assez forte, hein, puisqu'on voit que certains territoires sont déjà très en avance là-dessus, mais qu'on pourrait encore beaucoup plus booster. Un deuxième sujet, c'est vrai qu'on parle beaucoup de relocalisation en termes d'alimentation et de comment on peut produire notre alimentation de manière directe, hein. Je parlais de l'autonomie alimentaire des villes, mais il y a toute la question de la relocalisation de la construction et des matériaux. Actuellement, on construit avec des matériaux qui souvent viennent de très loin, alors ou alors qui peuvent être de proximité, puisqu'on me donne souvent l'exemple du béton, du ciment, qui c'est vrai peuvent être extraits assez proches, mais avec un impact carbone qui est très fort. Et donc, on pourrait avoir la même démarche que pour l'alimentation, du champ à l'assiette, là, du champ au logis, et comment on recrée, en fait, on revient à cette utilisation des matériaux locaux. Ça veut dire recréer des filières de matériaux, que ce soit la paille, le chanvre, le bois, enfin, il existe énormément de matériaux, la terre. Ça veut dire de la formation des artisans. Ça veut dire aussi réfléchir à des nouvelles fermes d'habitat, et c'est ce qui est aussi intéressant, parce que quand on parle relocalisation, il y a aussi des questions aussi d'identité, et c'est ce qu'on est aussi en train de perdre sur cette uniformisation, et je pense sur l'uniformisation de l'architecture. De plus en plus, quand on traverse la France, eh bien, on n'a plus de lien entre justement l'architecture, la localité, et cette architecture, souvent, elle est née bah, des conditions climatiques d'un territoire, mais elle est aussi née des matériaux qui sont utilisés, du savoir-faire de ce territoire. Et là, on a du coup beaucoup à y gagner, aussi pour des questions touristiques. Et donc là, je pense qu'il y a un vrai levier. De la même manière, beaucoup de territoires, certains sont même en avance sur cette question-là. Et là, la puissance publique, ben, elle doit bien sûr accompagner cette mutation, et elle a des vrais leviers. Je parle rapidement, mais sur la question, par exemple, des marchés publics, à travers les marchés publics, à travers la commande publique, mais à travers aussi les critères. Et on en parlera peut-être tout à l'heure sur la question des critères dans les marchés publics qui pourraient évoluer pour avoir ce critère aussi
de transport ou d'impact carbone. Mais on a déjà, je vois dans l'Isère, nous, on a réussi à faire inscrire sur les aides d'État, qui est des bonus en fait pour les collectivités qui font le choix d'utiliser des matériaux locaux, que ça soit le bois, et ça a permis aussi de labelliser. On a le bois des Alpes, on a un bois AOC comme pour le fromage, qui est le bois de Chartreuse, et donc qui permet de cibler directement des matériaux localement. Voilà un autre exemple. Et puis le troisième, bah, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est l'autonomie énergétique et la reprise en main, particulièrement important, parce que bien sûr, on va aller sur une économie de la sobriété, et c'est la première chose à faire pour diminuer nos consommations, mais on aura toujours besoin d'électricité, de chauffage, etc., et d'énergie pour se déplacer. Et donc, c'est comment bah, on recrée et on remet la main, et comment le citoyen remet la main sur ses moyens de production. Et donc, ça passe bah, par des centrales villageoises avec une gestion citoyenne, que ce soit sur le solaire, que ce soit sur l'éolien, que ce soit sur l'hydroélectricité. Le développement de l'autoconsommation, qui est aussi particulièrement important pour faire en sorte qu'un territoire voilà, ait son autonomie et dépende le moins possible de l'extérieur. Et puis, moi, je crois beaucoup aussi à ce qu'il y ait des études vraiment par territoire, par secteur, alors que ce soit par intercommunalité, qu'il y ait vraiment une réflexion sur bah, comment justement on devient un territoire, entre guillemets, à énergie positive, c'est-à-dire qu'on produit suffisamment ce qu'on consomme. Et cela peut être très différent suivant les territoires. Certains vont s'orienter vers l'hydroélectricité et puis l'éolien, d'autres de manière plus forte vers le solaire. Et ça, c'est vraiment un travail qui me semble, doit être fait, et qui évitera beaucoup de dérives sur des multiplications d'éoliennes qui peuvent se poser des problèmes, sur des multiplications d'unités de méthanisation, mais de vraiment avoir une réflexion globale au niveau du territoire. Et donc, toujours ce lien entre l'initiative locale et l'importance de l'accompagnement par la puissance publique si on veut que ça se mette en place. Pour terminer, tout ça, c'est vrai qu'il y a quand même des points de vigilance et des limites sur lesquels je n'ai pas forcément de réponse, mais je pense qu'il faut vraiment avoir en tête. Et sur les risques d'une pensée, je dirais, qui serait trop locale, puisque voilà, on dit pensée globale, agir local, mais il y a quand même des limites dans cette réflexion. Et l'exemple de l'énergie et de la production d'électricité est notamment un très bon exemple, mais qu'on pourrait voir sur d'autres. Et c'est vrai que quand on parle avec les spécialistes de l'énergie, notamment de la production d'électricité, avec les différents syndicats, et sur lequel moi je suis assez d'accord, c'est que bien sûr qu'une production locale, elle est intéressante, d'avoir une production au plus proche, de diminuer, mais on a toujours besoin de cette interconnexion des réseaux qui est utile, qui est indispensable. Et ça sera toujours le cas, même si on a des productions locales, parce que cette interconnexion a plus intérêt. D'abord, pour pallier aux faiblesses entre régions, puisqu'on sait bien que les régions ne sont pas. Si je prends l'exemple de l'Isère, je pense qu'on n'aura jamais de souci pour avoir une indépendance énergétique et en termes d'électricité avec la houille blanche, les barrages, etc. On a d'autres secteurs sous lesquels c'est beaucoup plus compliqué, ou alors elles vont dépendre uniquement du nucléaire, et que même ce passage aux énergies renouvelables sera beaucoup plus compliqué, peut-être plus long que sur d'autres territoires, et donc cette interférence entre ces réseaux est, je dirais, nécessaire. Et puis surtout, et je pense que ça, c'est une vraie question qu'on va avoir sur cette question de relocalisation, c'est la question de la péréquation entre territoires et de la solidarité, et de faire attention qu'on n'ait pas bah, des territoires qui vont se développer plus ou moins vite en fonction de leur richesse, en fonction des initiatives locales, et qu'on ait bah, des territoires à deux vitesses. Sur la question de l'énergie, ça peut poser la question des tarifs, d'avoir des tarifications différentes suivant bah, là où on habite. Et ce qui pose quand même la question ben voilà, on est dans une nation, et on doit avoir cet esprit-là, et de savoir comment ben, à travers cette relocalisation, on crée cette égalité, cette équité sur l'ensemble des territoires. Et ça me paraît pas du tout impossible. Et je pense que les deux, à la fois l'action locale, justement l'intérêt d'avoir une puissance publique forte et qui gère justement et qui veille qui garantit cette solidarité entre les territoires, me paraît important.
Donc voilà, et c'est vrai que si on prend l'exemple de l'Italie, par exemple, avec le fonctionnement des régions italiennes, on voit bien la dérive qui existe déjà sur une Italie du Nord et une Italie du Sud, avec vraiment des territoires à deux vitesses et à tous les niveaux, que ce soit au niveau social, que ce soit au niveau environnemental. Et voilà, et donc c'est une des risques sur lesquels il ne faudrait pas tomber. En tout cas, moi, j'ai pas, en tout cas, de solution, mais je pense que souvent, quand on parle de ça, il faut faire attention à ça. Et je le vois aussi dans la manière dont peuvent fonctionner certains territoires, certaines villes, de faire attention, voilà, qu'il n'y ait pas ce repli sur soi et qu'on oublie ses voisins, qu'on oublie justement de faire nation. Voilà, moi j'ai terminé. Peut-être juste un petit, parce que enfin, vous connaissez certainement, mais j'ai lu un petit livre qui qui m'a amusé et qui est en plein dans le sujet et puis qui pose plein de questions, qui est «Le voyage au pays de l'utopie rustique» là, par Henri Mandras, et que je vous conseille. En fait, c'est assez amusant. C'est un émissaire qui est envoyé d'Asie par le parti, on va dire le parti communiste, pour trouver en fait un autre modèle de développement parce que bah, ils sont arrivés au bout de leur développement et ils se posent des questions de la suite. Et ils vont dans ce pays de l'utopie rustique qui s'est développé justement en France, dans le Massif central, après les années 68 et qui est basé sur la culture intellectuelle, esthétique et qui vit grâce à une économie d'autosuffisance équilibrée. Et donc cet émissaire, il est envoyé là-bas pour voir comment tout ça fonctionne et rapporter et pour essayer de voir si ça peut pas être un modèle qui peut être construit et qui peut venir voilà, alimenter leur réflexion. Et voilà, donc à travers ce récit, il y a pas mal de questions dont on se pose. Voilà, moi j'ai